Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume et je suis drôlement content de vous retrouver ce soir pour continuer cette semaine spéciale anniversaire Nuria TV avec des émissions témoignages extraordinaires que nous vous proposons tout au long de la semaine. Cette fois-ci, ce sont des invités que nous avons reçus ces 5 dernières années sur notre antenne qui ont gentiment accepté de partager avec nous le récit, des anecdotes, d'expériences étranges, inédites, extraordinaires, insolites et j'en passe. Également notre team modérateur Nuria TV, tous les membres de cette formidable équipe de modos qui a accepté elle aussi de partager avec nous le récit de leurs expériences hors normes. Ce soir, nous débutons en compagnie de Nicolas Augusto qui nous raconte une anecdote vécue il y a 10 ans lors d'une enquête dans l'abbaye Mortemer. Il nous explique en quoi cette anecdote l'a amené à se questionner sur sa démarche en tant qu'enquêteur du paranormal. Bonjour les Nuréens, j'espère que vous allez bien. C'est Nico Augusto et j'ai pour vous une petite histoire sympa, quelque chose qui m'a marqué, profondément marqué, aussi pour marquer les 5 ans de Nuréa. Il y a maintenant 10 ans, presque 10 ans il me semble. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu la possibilité d'enquêter sur de nombreux cas paranormaux, notamment des légendes, des histoires de France, dans des châteaux, dans des abbayes. Et cette abbaye, l'abbaye de Mortemer, m'a profondément marqué, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était une histoire extrêmement connue, avant même que je m'intéresse au sujet quand j'avais une vingtaine d'années. Et on a eu la possibilité de mener cette enquête. Et c'est vrai que cette enquête cristallisait l'attente que j'avais de rencontrer du moins le fameux fantôme de l'abbaye de Mortemer. Et ce qui s'est produit durant cette enquête, donc on est au premier roulement d'équipe, le premier soir. Et je me souviens, je m'occupais de la photo à l'époque, je suis avec 2 de mes collègues et le réalisateur, et puis on va dans les extérieurs, on navigue comme ça en pleine nuit, au rythme des éclairages des murs de l'abbaye qui sont absolument magnifiques. Et quelque chose me marque très rapidement en regardant la photo originale de ce fameux fantôme de Mortemer. euh, Notre œil est attiré très rapidement vers une des façades de l'abbaye. Et je me souviens toujours de se dire, cet éclairage, la couleur, elle ressemble grandement à cette photo. D'ailleurs, vous pourrez la voir dans cet extrait. Et je prends mon appareil photo, je me recule et je prends dans mon objectif la façade du mur éclairée par l'un des spots au sol. Et je ne vous raconte pas ma stupeur. En fait, j'ai eu une double sensation, une sorte de sensation de terreur et une sensation de surprise. La sensation de terreur, c'était que je voyais le fantôme de Mortemer dans mon objectif, qui était face à cette façade. Et la surprise, c'est que mon cerveau a analysé assez rapidement le fait que, au final, ce n'était pas le fantôme de l'abbaye Mortemer, mais simplement la forme de l'éclairage sur la façade. Et c'est malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement comme ça, qu'on a débunké, trouvé la réalité derrière ce cliché de l'abbaye de Mortemer. Je me rappellerai toujours parce que ça a changé concrètement ma perception du phénomène et qu'il ne faut jamais minimiser que dans un premier cas, dans un premier temps, il faut avoir vraiment les pieds sur terre pour analyser notre environnement. Parce que les choses simples peuvent être, en final, les choses les plus surprenantes. En l'occurrence, dans cette émission, dans cette enquête de l'abbaye de Mortemer, ce n'était simplement que la forme de la lumière reproduite sur le mur de l'éclairage durant la nuit. Je vous souhaite 5 bonnes années supplémentaires à Nura et bien évidemment plus, mais déjà 5 ans c'est fort. Je vous souhaite le meilleur, bonne continuité et puis il est indéniable que nous nous retrouvons bientôt sur Nurea TV. Je vous embrasse tous, merci à tous. Dans cette seconde vidéo, Laurent Boulanger nous raconte une expérience surprenante de communication animale avec des chevaux. Il nous raconte également une observation surprenante effectuée lors d'une veillée ovni il y a de cela 10 ans. J'en profite également pour envoyer un gros bisou et mes meilleures pensées à mon ami Laurent et à Lisa. Gros bisous à tous les deux. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Guillaume, bonsoir Nora. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Et tout d'abord, je voulais vous féliciter pour la qualité du travail de la chaîne qui prend de plus en plus d'ampleur et on en est ravis en tant qu'internaute et puis aussi qu'intervenant. Alors ce soir, en fait, le but c'est de vous raconter une ou deux petites histoires en fonction du temps que ça va prendre. Alors la première, elle se passe en fait alors que j'interviens dans une école de naturopathie en tant qu'enseignant sur la matière, sur
une matière particulière qui est la géobiologie animale et également la transmission de soins énergétiques aux animaux. C'était la première année, la première classe, et j'emmène donc ma classe dans un haras voisin. Et donc, bien sûr, on entre là où il y a tous les box où sont présents les chevaux. Le premier box, donc il y a un premier cheval, et je demande au cheval s'il est d'accord, bien sûr, pour recevoir un soin, puisque c'est comme pour les gens, il faut le raccord. Et du coup, le cheval n'est pas d'accord. Bon, donc, ok, on demande à un autre, et le second, lui, il me dit ouais, ça tombe bien. Enfin, apparemment, il avait l'air en tout cas tout à fait d'accord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est assez étonnant. Donc, on transmet le soin, enfin, etc. C'est lui qui d'ailleurs met un terme au soin, puisque c'est comme ça que ça se passe un peu avec les animaux. Et à la fin du soin, donc, je m'adresse un peu à lui, bah, je le remercie déjà, j'espère que ça va aller, enfin, etc. Et là, il va s'engager une petite conversation qui, moi, je trouve ça assez extraordinaire, parce que c'est pas quelque chose dont j'avais vraiment l'habitude à cette époque-là. Et le cheval me dit, ah ben, tu vois, moi, j'ai pas peur des pétards. Quand il y a des pétards, le bruit ne me fait pas peur. Par contre, j'ai peur du feu. Mais par contre, à côté, mon voisin, lui, bah, il a peur des pétards et il n'a pas peur du feu. Donc, en fait, c'était l'inverse, en fait. Bon, je dis d'accord, mais je vois pas à quoi ça me sert trop cette information-là. Et puis je comprenais pas pourquoi il me parlait de pétards et de feu également. Et du coup, bon, on continue un peu notre visite, on voit le deuxième cheval qui nous explique l'inverse, que effectivement, donc ce qui était déjà très étonnant, c'est que je les entendais, et qui nous explique que lui, il a peur justement des pétards, mais pas du feu. Bon, bref, chacun était opposé. Deux chevaux blancs, alors je ne suis pas spécialiste en chevaux, mais très jolis chevaux d'ailleurs. Et là-dessus, la propriétaire du haras arrive. Alors, je me suis dit, je fais toujours ça dès qu'on peut. On le fait en médiumnité, on le fait en guidance, on le fait dès qu'on peut le faire. On essaie de vérifier un petit peu ce qui a été dit. Et donc, je vois la propriétaire, je dis, bah écoutez, c'est marrant parce que on vient de transmettre un soin à ce cheval, qui nous explique que donc, il n'a pas peur des pétards, mais il a peur du feu et que son voisin, c'est l'inverse. Et elle nous dit, mais oui, c'est juste. Et elle me dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que ces deux chevaux-là font partie de notre staff. Et en fait, eux, c'est un haras de spectacle. Et ils font un spectacle qui s'appelle Lucky Luke, où dans certaines scènes, donc, il y a des pétards, parce qu'ils tirent avec le pistolet, et dans d'autres scènes, il y a du feu. Et elle dit, quand on a donc, des scènes avec des pétards, effectivement, on prend bien celui-là. Et quand on a des scènes avec du feu, eh ben, on prend plutôt l'autre. Donc ça, pour moi, c'était assez exceptionnel parce que du coup, ça m'a permis de vérifier que la conversation que j'avais eue avec les deux était d'aplomb, puisque on a pu vérifier en fait l'information qu'avaient donnée ces deux chevaux. Voilà pour cette première histoire, c'était assez étonnant et du coup, les élèves aussi avaient eu des contacts énergétiques et certains aussi ont pu discuter avec eux, donc c'était des chevaux qui étaient très habitués a priori à parler comme ça mentalement aux humains. Ça, c'était pour la première histoire. Comme je vois que j'ai encore un petit peu de temps, je vais vous en raconter une seconde, alors qui n'a rien à voir avec la première. Je précise pour ceux qui ne me connaîtraient pas que je suis pas, et je veux choquer personne en disant ça, mais je ne suis absolument pas versé dans une religion ou quoi que ce soit, que je m'intéresse sur plein de sujets de façon complètement autonome, on va dire, et en tout cas en ne m'enfermant dans aucune chose. Donc cette deuxième histoire se passe au mois d'août, il y a de cela une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, ici en Saône-et-Loire. Donc je fais partie à ce moment-là d'un groupe, on va dire, ufologique. Hein. Pour ceux qui me connaissent aussi, je suis passionné par tout ce qui est ufologique. Et on organise une veillée ovni, comme on le fait assez souvent en été. Et on se retrouve sur un lieu, donc avec un groupe de 9 personnes, moi y compris, avec ma maman d'ailleurs, qui était là ce soir-là, c'était l'été. Et on est en pleine campagne, sur une petite commune qui s'appelle Saint-André-en-Bresse, donc ici en Saône-et-Loire. Et on s'installe, donc, alors une veille ovni, bien sûr tout le monde va se dire ah, qu'est-ce que c'est et tout. En fait, vous emmenez des sièges, vous vous asseyez, vous regardez le ciel. C'est une veille ovni. C'est une veillée aussi où on raconte beaucoup d'histoires, où on échange, c'est une chose et on regarde, chacun regarde une partie du ciel pour essayer de voir des étoiles filantes et plus si affinité. Je me rappellerai toujours parce que c'est quand même très très présent et c'est très prenant. C'était 2 heures du matin et j'ai un ami à moi qui est, on va dire, d'ordinaire assez stressé et il me dit « Oh Laurent, écoute, il s'appelle Pierre,
Il me dit: «Laurent, je me sens vraiment, complètement détendu, je ne sais pas ce qui se passe. Je me sens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se passe en moi qui est quand même énorme». Je lui dis: «Bah, écoute Pierre, c'est bien, c'est chouette» et c'est vrai qu'à ce moment-là, on fait attention et on n'entend plus les oiseaux. On n'entend plus aucun bruit d'ailleurs. C'est très bizarre et on se fait la remarque tous qu'effectivement c'est très paisible d'un seul coup. Bon, et face à nous, il y a un grand champ avec un arbre qui est à peu près à 50 mètres, je dirais, un bel arbre qui fait une quinzaine de mètres. D'un seul coup, je vous rappelle qu'on est à la chasse, entre guillemets la chasse, aux ovnis. Donc on est équipé de jumelles infrarouges, on est équipé de jumelles, voilà, on regarde plutôt le ciel que les arbres. Bon. Sauf que là, on a une lumière qui attire notre attention au pied de l'arbre. Cette lumière, elle va partir du pied de l'arbre. D'ailleurs, j'ai un arbre juste derrière. C'est pas fait exprès, mais ça tombe bien. Et la lumière va monter depuis le tronc jusqu'au sommet des branches. Mais elle va vraiment faire comme un cône qui monte et qui va englober l'arbre. Alors déjà, on a trouvé ça super étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Donc, on sait où on est. Il n'y a pas de lampadaire à cet endroit-là. Il n'y a pas de voiture qui peut passer. Bah, si c'était quelqu'un, on verrait un faisceau de lampes. Non, là, ça prend vraiment depuis le sol et ça prend tout l'arbre. Et là, comme j'ai ma jumelle infrarouge à la main, je dis à mes amis, bon écoutez, on va regarder avec la lumière pour voir si des fois on voit quelque chose de mieux. Ça allait amplifier aussi la lumière du coup. Et en regardant, donc je suis le premier à regarder, je me dis c'est quand même curieux. Ce que je vois me sidère. Et je me dis, bah, ça doit être. Encore une fois, je ne veux pas influencer qui que ce soit. Je me dis c'est quand même bizarre. Je passe donc la jumelle infrarouge aux autres personnes présentes. Et en fait, chacun fait la même constatation. En fait, on se retrouve face à une image en forme de cloche. Et dans cette image, un voile, comme le voile de Marie, en fait. Euh, Marie, la maman de Jésus. Mais tout ça sur une hauteur de 15 mètres de haut et d'une luminosité incroyable. Et dans cette tranquillité absolue. Donc le voile de Marie, on voit le visage derrière, mais qui est très très grand en fait, et on le voit encore mieux avec l'infrarouge puisque ça amplifie les formes et le voile et tout ce qu'on voit à ce moment-là. Donc chacun regarde, chacun dit mais c'est Marie. Bon, je me dis bon, c'est pas moi qui fabule, ça va, on n'avait pas bu non plus, je vous rassure. Et là on est vraiment bien. Et on se dit, bah, c'est trop bien. Donc on a un réflexe aussi à ce moment-là d'ufologue, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on va noter la date et l'heure, parce que peut-être que demain on peut revenir à la même heure, voir si ça se reproduit. Et donc on se fait la réflexion que ces 2 heures, alors ça va durer 5 minutes, montre en main, c'est 2 heures donc quand ça commence, 2h05 quand ça finit. Donc 5 minutes, c'est long pour une observation. Et on se dit, mais quel jour on est? Et là, on se rend compte qu'on est le 15 août, le jour de la fête de Marie, en fait, à 2 heures du matin. Donc, c'est-à-dire vraiment en accordance avec une fête religieuse. Hein. Donc, au bout de 5 minutes, en fait, la lumière va redescendre, comme si elle avait vraiment émané du tronc de l'arbre, du sommet de l'arbre jusqu'à ses racines, pour s'éteindre. Donc 2h05 du matin, l'observation était finie. Donc on a remercié, c'était un très beau moment dans le sens où on a bien tous vu la même chose, c'était très paisible. Et je dirais que dans la suite de la soirée, il s'est passé d'autres choses. Notamment cet fameux ami Pierre, si stressé, est rentré chez lui. Donc sa femme qui dormait se réveille parce qu'il se couche et puis ça la réveille un peu. Et il y a une odeur, il me dit, il y a une odeur particulière, une odeur chez lui qui règne, une odeur de fleurs. Et sa femme, qui est à moitié dans un sommeil endormi, lui dit, non, t'inquiète pas, c'est une odeur de sainteté, ça, c'est Marie. Donc alors qu'elle n'était même pas là à la soirée, elle se rendort. Et puis également le lendemain, je me rendais au cabinet. J'avais eu, on va dire, un petit souci, j'étais un petit peu en colère en fait. Et là, toute la voiture aussi s'est mise à embaumer la rose. Et je me suis dit, bon, d'accord, il faut que je me calme. Et en fait, depuis ce jour-là, entre autres, puisque vous me connaissez avec Philomène comme guide accompagnante, on va dire, la plupart du temps, eh bien, j'ai aussi Marie parfois qui me parle et qui vient me rendre visite, on va dire, pendant les soins ou
pendant les guidances. Et puis j'ajouterais une dernière chose, c'est que ma maman, qui était avec nous ce soir-là, avait déjà vu Marie, elle, quand elle avait 13 ans, beaucoup mieux. Alors elle m'a dit, ah bah oui, c'est vrai que c'était elle, mais elle me dit, j'avais bien mieux vu quand j'étais jeune. Bon bah oui, c'est bien déjà une fois. Euh, et voilà, donc je voulais vous raconter, partager avec vous ce moment qui était quand même un moment extraordinaire, parce que c'est pas des moments qu'on vit tout le temps. Voilà, je voulais donc vous partager cette expérience. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, je serais heureux de vous retrouver prochainement et je vais vous envoyer plein de bisous et vous dire qu'il faut rester unis, serein et pas de peur, être dans l'amour, pas dans la peur. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Dans le témoignage qui va suivre, Sylvie Joubert revient pour nous sur des histoires étranges qui se sont produites, notamment après le décès de sa maman. Elle partage également quelques observations consécutives à ses recherches en transcommunication instrumentale. Bonjour les Nuréens, je m'appelle Sylvie Joubert, je suis sociologue de formation et auteur. Alors suite à la proposition de Nurea TV de participer à la saga des histoires extraordinaires, j'ai choisi de vous raconter des histoires d'étranges qui me sont arrivées à deux périodes différentes de ma vie. Ces histoires m'arrivent durant ma jeunesse, après le décès de ma mère. Première petite histoire, quelques semaines après son décès, justement, pendant que tout le monde dort, on entend un énorme bruit venant du salon et on se rend compte qu'un gros tuteur qui était planté dans un énorme pot et qui maintenait à la verticale une plante verte d'intérieur de type caoutchouc euh, est brisé, sectionné. Mais elle est sectionnée comme si on avait pris un sabre et qu'on l'avait coupé en deux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est sectionnée à la base. Alors, je vous montre un petit dessin pour vous faire comprendre un petit peu la situation. La normalité, c'est que donc ce tuteur a été coupé à la base du pot, entraînant bien sûr la chute de la plante verte, hein. On n'a aucune explication logique. Par contre, on peut amener une interprétation symbolique qui est j'étais le tuteur de cette famille, je ne suis plus là, et les choses s'effondrent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est très exactement ce qui s'est passé. Ma mère n'étant plus là pour aplanir les angles, euh, tout un tas de conflits familiaux sont apparus presque immédiatement. Dernière petite précision feng shui, c'est que les feuilles du caoutchouc rondes sont en général placées dans le coin d'une pièce pour justement atténuer les angles pointus. Donc on avait quand même pas mal de symbolisme et de sens dans tout ce qui était passé. Deuxième petite histoire, plus tard, toujours en pleine nuit, hein, un vase sur lequel était inscrit le lieu de notre résidence secondaire tombe d'une étagère située dans une pièce fermée. Quand je dis fermée, c'est vraiment fermé, quoi. Fermé à clé, les volets fermés. Bon, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de souris. Donc on ne comprend absolument pas comment ce vase est tombé. Alors, je la fais courte hein, pour aller plus vite, mais la morale de l'histoire, c'est que ce phénomène totalement improbable a attiré l'attention de ma sœur et de moi-même sur cette maison secondaire qui, justement à l'époque, était en jeu dans une succession familiale suite au décès de ma mère. Donc ma sœur, qui faisait du droit, bon, bah, c'est donc elle qui s'est penchée sur l'acte notarié. Et en fait, elle remarque que le notaire en charge du dossier a tourné les choses en notre défaveur à toutes les deux. Elle a donc fait modifier l'acte, en tout cas la partie concernée plus précisément, et nous avons pu signer dans des conditions plus justes. Alors, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu cette alerte tout à fait paranormale, on n'aurait jamais eu l'idée de mettre le nez dans ce dossier. Donc on a vraiment eu le sentiment à l'époque, la conviction quasiment d'être protégé et très concrètement. Troisième petit exemple, toujours dans la suite du décès de ma mère, ma sœur et moi dormions dans deux chambres séparées et nous avons été réveillés simultanément par une même voix qui semblait lointaine, un peu comme si on vous parle dans un talkie-walkie, mais qu'en plus il y a de l'écho. Et cette voix disait ici Simone. Or, Simone était le prénom de notre mère. Alors, en prenant le petit déjeuner, ma sœur et moi,
on se raconte ce qui nous a réveillés et on se rend compte que toutes les deux, on a été réveillés par la même voix, par le même message et au même moment. Alors bien sûr, c'était un message, on va dire, venant de l'au-delà. En tout cas, il était magique et c'était un réveil matinal très, très spécial. Voilà pour les premières petites histoires de ma jeunesse. Et puis plus tard, autant dans ma jeunesse, ces histoires sont venues vers moi, involontairement, voilà, autant après moi, je suis allé un petit peu plus volontairement chercher des expériences, notamment audiovisuelles. Par exemple avec les orbes, le phénomène des orbes. Ce sont des sphères multicolores que l'on capte, par le biais d'un appareil photo numérique. Alors bien sûr, hein, un grand débat, c'est qu'il peut s'agir de poussière en réflexion. Ça, c'est tout à fait réel. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que c'est toujours le cas? Alors, certains clichés que j'ai obtenus après de simples modifications du contraste, de la lumière, me laissent penser qu'il y a parfois un peu plus qu'une simple poussière. Et lorsque moi j'ai présenté ces échantillons, les échantillons que j'avais obtenus à d'autres personnes, il se trouve que je n'ai pas été la seule à voir des visages dans ces clichés. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une illusion d'optique? Est-ce qu'il s'agit d'une pareidolie? Là, c'est à chacun de trouver sa propre réponse en son fort intérieur. En tout cas, ça fait partie d'une petite histoire extraordinaire, cette aventure des orbes. Ensuite, j'ai expérimenté la transcommunication vidéo en me servant d'un écran d'ordinateur et d'une webcam. En créant un effet Larsen entre un écran d'ordinateur et une webcam, j'ai obtenu des résultats qui mettent en relief ce que moi j'appelle des présences. Alors, souvent on me dit, mais ces présences sont-elles des défunts, sont-elles des guides, des anges, des élémentaux, des êtres d'une dimension parallèle, des entités projetées par ma conscience? Alors là, j'avoue que je ne me prononce pas là-dessus, hein. Je préfère depuis des années les appeler les autres, en référence au film fantastique d'Amenabar avec Nicole Kidman qui est sorti en 2001. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Troisième type d'aventure et d'histoire extraordinaire, et non la moindre, celle de la transcommunication audio cette fois. Alors, avec un dictaphone qui était positionné en déclenchement automatique, j'ai pendant des années établi un contact avec une présence qui n'appartient manifestement pas à notre physique 3D. Au départ, j'attendais de cette expérience de transcommunication audio des mots, des phrases, et puisqu'en général, c'est ce que les personnes reçoivent, et ben moi, j'ai eu des notes de musique. Ce sont des notes de musique qui se sont déposées sur mon dictaphone. Pour que vous vous rendiez compte, je vais vous passer 10 secondes à peu près de vous montrer à quoi se ressemblent ces notes de musique. Voilà. Donc, une communication s'est installée grâce aux notes de musique, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, je laissais une question sur un papier près du dictaphone, en déclenchement automatique, et je demandais de jouer telle ou telle note selon que la réponse était oui, non, peut-être. Et voilà. Alors, effectivement, nous avons mis en place une communication très rudimentaire, mais néanmoins une communication qui, pour moi, a été tout à fait extraordinaire. Voilà, voici les histoires extraordinaires que je voulais vous raconter très rapidement. Juste pour finir, je dirais que la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que Shakespeare avait vu juste lorsqu'il écrivait en son temps: il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il en est rêvé dans votre philosophie. Merci de m'avoir écouté et au revoir. Nous retrouvons maintenant Demian qui nous narre une expérience extraordinaire qu'il a vécue il y a de cela 15 ans en Inde, une histoire dont le protagoniste est un moine, ma foi, fort mystérieux. J'en profite également pour féliciter Demian pour le festival L'étrange rendez-vous qu'il organise cet été du 6 au 8 août. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par cet événement, vous retrouverez sous la vidéo un lien sur lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires. Merci Demian.
Hello les friends. Eh bien salut Guillaume, salut Nora, bon anniversaire à la chaîne, salut à tous les Noréens. Je suis très content de vous partager aujourd'hui moi mon histoire extraordinaire. Alors c'est une histoire que je raconte pas à tout le monde, pas publiquement, mais seulement aux gens avec qui viennent avec moi en voyage des fois, et certains connaissent déjà cette histoire. Alors pour savoir, en fait, pour connaître cette histoire, pour bien la comprendre, il faut remonter en 2013 quand je faisais mon tour du monde. Voilà, j'étais en Inde, dans un endroit que j'affectionne énormément, qui s'appelle MP. Et si vous avez suivi ma vidéo Les mystères de l'Inde d'MP, eh bien vous allez mieux comprendre de quoi il en retourne. Et donc j'étais à MP, c'était je crois au mois de février ou mars de l'année 2013. Et donc j'ai pris un vélo et je suis allé faire du vélo dans la campagne, dans la pampa plutôt. Et au bout d'une heure et demie, 2 heures de vélo, je suis tombé sur un temple. Un temple vraiment, mais par hasard, en plus j'avais super faim, et dans ce temple il y avait des festivités, et donc il y avait des sadhus, vous savez, ces hommes de foi, là, ces religieux avec les grandes barbes, etc., avec les peintures sur le visage. Et donc voilà, j'ai réussi un peu à communiquer avec eux parce qu'ils ne parlaient pas vraiment l'anglais, ni forcément pas le français, et il y avait une personne qui traduisait. Et donc ces personnes, ces sages ont eu une action envers moi, une démarche qui a été hyper encourageante, hyper sympa. Ils m'ont invité à manger, ils m'ont invité à fumer des petites bidis, c'est les cigarettes indiennes, etc. Ils m'ont invité à chanter, etc. Bon, bref. Et on a passé un super moment cette année 2013. Et le moment où j'ai dû repartir, genre 2 heures après, ils insistaient pour que je reste, et je leur ai dit non, je ne peux pas rester parce que j'avais un vélo qui était en location et il fallait que je le ramène. Donc je leur ai promis ce jour-là que je reviendrai pour les voir, et puis pour rester la nuit avec eux, pour chanter, faire tous ces mantras qu'ils me demandaient, etc. Il se trouve que je suis revenu en 2015, donc en Inde, donc c'est-à-dire 2 ans plus tard, je reviens en Inde, je repasse à MP, et je me dis il faut absolument que je retourne dans ce temple pour voir ces trois sages, et je leur avais promis, et je me suis dit ouais, j'ai hâte de les revoir, j'espère qu'ils vont me reconnaître et qu'ils se rappelleront de moi et tout. Bon. Donc je suis à MP de nouveau, je loue ce vélo et me voilà reparti dans la pampa, et je fais 1 heure et demie de vélo et je retombe finalement un peu par hasard, parce que j'avais découvert forcément la première fois cet endroit par hasard, je retombe sur ce temple. Sauf que eh bien, mauvaise nouvelle, ce temple est vide quand j'y arrive. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de festivités, et ça a été déserté. D'ailleurs, ça me fait un choc parce que du coup, j'avais un super bon souvenir, et là, il n'y a plus rien. Donc, je commence à essayer de frapper aux portes, je toque, je dis est-ce qu'il y a quelqu'un, hello, hello, est-ce qu'il y a quelqu'un, ça, bon, je fais le tour des lieux, je rentre dans les pièces, etc. Mais vide, rien, personne, quoi. Alors, pour vous décrire un peu le temple, c'était un temple qui était assez moderne, c'était pas le vieux temple indien, comme on peut voir dans les films, etc. C'était vraiment des constructions assez, on va dire, modernes, plus des années 80, mais qui étaient à même dans la roche, quoi, de ce lieu. Et donc je cherche à trouver quelqu'un, et il n'y a personne. Donc je vais dans la grotte dans laquelle j'avais été, dans laquelle m'avait emmené un des moines. Donc je regarde mon personne, je vais pour repartir, et il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que mon vélo, donc que j'avais loué, donc ce jour-là, était en plein milieu de la cour. Donc je vais pour ramasser mon vélo, donc je sors du temple, je vais pour ramasser mon vélo, et là d'un coup, j'entends derrière moi un craquement sur le gravillon, donc un craquement comme si quelqu'un marchait, et je me retourne, et là il y avait un moine, un tout petit, mais vraiment pas très grand, et je ne le connaissais pas parce qu'il n'était pas là la première fois où j'étais allé en Inde. Et donc je suis un peu surpris parce que je ne l'entends pas venir à ce moment-là, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en plein milieu de la cour, je suis tout seul, et au moment où je ramasse mon vélo, d'un coup j'entends un bruit derrière moi, je me retourne, et il y a cet homme derrière moi, donc avec son bâton, torse nu, avec une sorte d'étoffe pour faire en guise de robe finalement, donc très peu vêtu. Donc voilà, donc je suis assez étonné de voir cette personne-là d'un coup comme ça, alors que j'ai cherché partout, j'ai appelé, j'ai vu personne. Alors sur le coup, je me dis bon peut-être qu'il dormait dans un buisson ou à côté, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc cet homme m'invite à venir. Donc je le suis. Donc il parle pas l'anglais bien sûr, il m'invite à venir, donc j'y vais, et il m'emmène dans une sorte de petit comment on pourrait appeler ça, une sorte de petite structure, voilà, une sorte de mini-temple dédié au culte de Hanuman. Donc on y va, et là il commence à faire un mantra, il chante, etc. Il me met la marque, le 3e œil ici, avec
cette poudre, ce kumkum comme on appelle ça, qu'ont les Indies. Et donc voilà, donc il me donne les graines, il me met de l'eau, c'est une sorte de baptême finalement. Et puis bon, je lui donne quelques roupies comme il est coutume de faire quand on reçoit la bénédiction d'un moine comme ça. Donc voilà, donc je le quitte comme ça, ce monsieur, je le remercie, bien entendu. J'essaye de communiquer avec lui, bien sûr. À ce moment-là, je lui dis, est-ce que vous n'êtes pas au courant s'il y a 3 autres personnes, 3 moines? Et j'essaye de lui parler un petit peu de quand je suis venu en 2013, mais bon, il ne comprend pas ce que je lui dis, donc voilà. Donc je m'en vais à ce moment-là. Bon, un petit peu déçu, mais bon, tant pis, quoi, hein, je repars. Et puis, au moment où je sors de ce temple, je vois au loin, vraiment à quelques kilomètres, bon, peut-être à 1 ou 2 kilomètres, peut-être un peu plus, parce que c'était vraiment très éloigné, c'était vraiment un point dans l'horizon. Je ne pourrais pas vous dire à quelle distance exactement, mais on voyait de là où j'étais une sorte de temple, mais typique indien, avec comme les temples sikhs, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc je vois ce temple au loin qui émerge, on va dire, au-dessus de la cime des arbres. Et il y a un côté magique, vraiment, ça me rappelle le film Indiana Jones, le temple maudit. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, ça a l'air chouette, ce temple. Je suis en vélo, j'ai du temps, j'y vais. Donc je prends mon vélo, je fonce vers ce temple. Mais vraiment à toute berzingue, hein. C'était vraiment, voilà, il y avait un chemin, j'étais jamais allé au-delà de ce chemin, la dernière fois que j'étais venu en 2013, donc là je me dirige vers ce temple. Bon, je prends mon temps, hein, on va dire, je roule doucement, bon au début je vais vite, puis après je roule doucement, je prends mon temps, je regarde, etc. Je profite aussi du paysage, et là j'arrive devant le temple. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le temple n'est pas juste devant moi, il est en haut d'une colline en fait, une sorte de monticule, de petit vallonnement. Donc il y a un petit chemin qui va, un petit chemin de terre. Le chemin, ça monte comme ça, puisque le temple est au sommet d'une sorte de montagne. Donc qu'est-ce que je fais? Je descends du vélo forcément, et puis je monte à pied. Voilà, même avec des vitesses, bon, j'avais pas envie de me crever. En plus, il faisait 36 degrés en plein cagnard, donc j'y vais à pied tranquillement. Donc je monte avec mon vélo, etc., etc. Et là, je vous dis, les amis, c'est une histoire de fou, parce que ce que je vais vous dire, j'en suis persuadé, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas imaginé, ça s'est vraiment passé comme ça. Ça m'a littéralement scié ce que je vais vous dire. Et voilà, je vous raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Et donc je monte le chemin et au bout de 1 minute, mais vraiment 1 minute, hein, j'entends un bruit derrière moi. J'entends un bruit comme si quelqu'un marchait, me suivait derrière. Et là, je me retourne et qui c'est que je vois? Eh bien, je vois ce petit homme, ce petit Indien que j'avais vu 1 heure plus tôt dans le temple où j'étais allé, qui m'avait donné la bénédiction d'Hanuman. Et ce petit Indien se retrouve juste derrière moi à ce moment-là. Et là, je suis là comme ça devant lui. Je regarde autour de nous et je vois quoi? Je vois le chemin qui descend que j'ai emprunté et il n'y a rien d'autre en fait. Il y a quelques buissons, mais des buissons très clairsemés. Donc, il n'y a pas moyen de se planquer derrière. Il n'y a pas de rocher, il n'y a rien en fait. Il y a juste ce chemin. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment ce petit Indien, qui est maigre comme ça, qui fait 1,50 m à tout péter, a pu me rattraper et se retrouver derrière moi à ce moment-là, alors que ça fait 1 minute que je suis en train de monter avec mon vélo. Donc je me retourne et là, je lui dis, mais comment vous avez fait ça? Je dis, comment c'est possible? Comment vous êtes apparu juste derrière moi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on va dire, cet homme avait été devant moi, m'avait devancé, mettons qu'il soit parti après moi, il ait pris une moto ou un taxi ou un bus ou je sais pas moi, une voiture, peu importe, et qu'il soit passé par la route, si c'était trouvé devant moi, je l'aurais vu puisque je montais avec mon vélo, donc je l'aurais vu arriver. Mais là, il était derrière moi, donc c'est-à-dire que ce type est sorti de nulle part, puisque comme moi je montais le chemin avec mon vélo, j'ai vu personne, j'ai entendu personne. Et s'il avait couru pour se retrouver derrière moi, j'aurais entendu quelqu'un courir, vous voyez. En plus, je vous l'ai dit, il faisait 36-37 degrés, et je veux dire, il faisait vraiment chaud, donc ce mec ne transpirait pas, il était stoïque avec son bâton. Et là, ça a été un coup de massue, je lui ai dit, mais comment vous avez fait ça, etc. Et ce dont je suis persuadé, les amis, c'est que cet homme que j'ai rencontré ce jour-là avait un don d'ubiquité, donc c'est-à-dire le don de disparaître, réapparaître à un endroit. On sait que ça existe, voilà. Ce jour-là, moi, j'en ai eu la preuve, parce que la configuration fait que quand vous retournez les choses dans votre tête, vous savez qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, donc ça c'était mon histoire. Peut-être qu'un jour, j'en reparlerai plus longuement, voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et bon anniversaire encore à la chaîne. Dans la vidéo qui va suivre, Cyril partage avec nous une observation ufologique assez hallucinante. Une observation réalisée lors de l'été 1996. Eh bien bonsoir les Nuréens, alors je vais vous faire part de mon témoignage extraordinaire. Alors c'est quelque chose qui m'est arrivé dans la fin de mon adolescence à peu près,
replacer les lieux. C'est été 96, je me rappelle, parce qu'il y avait le concert de Michael Jackson à Nice et j'étais en vacances à Mandelieu-la-Napoule, à côté de Cannes exactement. Et donc, je me souviens, été 96, donc mes parents avaient l'habitude de louer des bungalows justement côté de Mandelieu et le site en fait se trouvait au-dessus d'un golfe dans les hauteurs de Mandelieu et je me souviens donc dans ce camp, on se retrouvait toujours tous les étés, on était des ados, on se retrouvait tout le temps là et puis on était en train de discuter sous les arbres. Alors pour vous dépeindre un peu la scène, les bungalows sont un peu ça ressemble au golf en fait, hein. Il y a des vallons, ça descend, ça monte et on était vraiment sur la partie la plus basse du camp et justement on avait les arbres au-dessus de nous. Et donc à ce moment-là, donc on était une bande d'ados, puis bien évidemment, vous savez comment c'est, hein, les petits frères, les petites sœurs, ils veulent traîner avec nous, et la petite sœur d'un ami était là, et tout d'un coup, elle me tire le bras, elle me fait regarde Cyril, une étoile filante. Donc moi, je lève les yeux, et là, je lève les yeux et je bloque en fait. Et c'est parce que j'ai bloqué que les amis qui étaient autour de moi ont commencé à voir, ont commencé à lever les yeux au ciel. Et là, je pourrais pas vous expliquer parce qu'en plus, il y avait il y avait les arbres qui dissimulaient un petit peu le phénomène. Hein, ça reste toujours un phénomène inexpliqué. Donc des couleurs vraiment multicolores, très intenses et aucun bruit. Donc au début, certains disent un feu d'artifice. J'ai dit un feu d'artifice aussi bas au-dessus des arbres. On va prendre feu dans 5 secondes, il y a un souci. Ça aurait pu ressembler à un hélicoptère, surtout qu'on est dans un camp. Mon père travaillait pour l'armée civile à l'époque. Et donc, on était dans un camp militaire, quelque part, hein, même si on était en vacances. Donc ça aurait pu être des hélicoptères, ça aurait pu être un avion, mais c'était vraiment très très bas. Hein, et ça ne faisait aucun bruit. Donc je pense que ce qui nous a le plus choqué, c'est l'intensité des couleurs, la taille du truc, parce que sans mentir, ça devait bien faire la moitié d'un stade de foot, hein, juste pour vous dire, c'était gigantesque. Même si c'était derrière les arbres, on voyait le truc qui dépassait. Et tout à coup, je suis le premier. Alors moi, j'ai un peu un caractère un peu, comme on dit dans le sud, un peu cabochon. Les filles commencent à flipper. Il y en a une qui commence à trembler. Et je dis, c'est bon, reste là, ne bouge pas. Et moi, j'ai avancé. J'ai avancé vers les lumières parce que j'étais comme pas hypnotisé, mais j'avais vraiment envie de voir. J'avais un sentiment de peur, pour être honnête avec vous, mais en même temps de curiosité. Je pense que la curiosité a pris le dessus sur la peur. Et donc, j'avance vers ces lumières, et plus j'avance, et plus les lumières reculent. C'est-à-dire que je suis toujours quasiment à la même distance de l'objet, et tout d'un coup, l'objet se décale vers la droite, et vers notre droite, en fait, il y avait une espèce de grand ravin. Et en bas du ravin, justement, il y avait un terrain de foot. Et donc, c'est quand même assez profond. Donc, l'objet s'est dirigé vers ce ravin. Il est descendu. Donc, nous, on n'a plus vu que la lumière qu'il dégageait autour de lui. On n'a plus vu l'objet en tant que tel. Et après, un peu la classique qu'on retrouve souvent dans les comptes rendus ou dans les témoignages d'objets volants non identifiés. Le truc s'est propulsé dans l'espace, on va dire, à une vitesse que, je pourrais même pas vous expliquer tellement vite ça a été. On a été tous choqués par la vitesse. Là, il y a eu un petit bruit, mais je pense que c'est parce que le truc a largement dépassé le mur du son. Donc là, il y a eu un petit bruit et on s'est tous regardés. Et là, il s'est passé quelque chose de fou, puisque on était 8 en tout. Hein. Il y avait ma petite cousine. D'ailleurs, chaque fois que je croise ma cousine, elle me parle de ce truc-là. C'est systématique. Aujourd'hui, elle a quasiment une quarantaine d'années. À l'époque, on était des ados. Et c'est vrai qu'il s'est passé un truc incroyable, c'est que ce groupe d'ados, on ne s'est plus jamais quitté des vacances. C'est-à-dire qu'on mangeait ensemble, on parlait de ça. Juste pour vous dire, on sortait les matelas de nos bungalows, on se mettait sur une petite colline qui était juste derrière les douches du camping et on passait nos soirées à regarder le ciel jusqu'à ce que ce truc-là réapparaisse. Alors bien évidemment, parce que ce qui se passe avec ces phénomènes, c'est souvent les gens ils disent « Oh, j'en ai jamais vu », mais très peu de gens prennent le temps de regarder le ciel. Et quand vous prenez le temps de regarder le ciel, vous commencez à voir des trucs, alors que ce soit, des fois, à un moment donné, on a compris que ce qu'on voyait qui arrêtait pas de tourner, par exemple, c'était la station orbitale qui était au-dessus de nous. On a commencé à voir vraiment des phénomènes
hein, que ce soit autour de la Lune ou de ce genre de choses. Et on a vraiment passé du temps à scruter le ciel en espérant revoir cet objet, mais malheureusement, on ne l'a pas revu. Mais ça nous a quand même gardé liés pendant toutes ces années. Chaque fois qu'on en discute, qu'on se retrouve sur Facebook ou quoi, c'est le sujet de conversation. C'est vrai que moi, ça a commencé à attirer mon intérêt pour tout ce qui était objet volant non identifié, pour avoir un papa, comme je vous dis, qui travaillait pour l'armée civile, mais qui travaillait surtout pour l'Institut national de l'aérospatiale ici à Toulouse. J'ai commencé à lui poser des questions, bien évidemment. Vous savez, bon, à cette époque-là, les parents, quand on commence à dévier un peu du cartésien, surtout avec un père un peu scientifique, c'était compliqué. Il m'a dit que lui-même travaillait sur des choses. À l'époque, il travaillait sur un avion qui s'appelait le F-117A. C'est l'avion furtif que vous avez pu voir peut-être pendant la première guerre du Golfe, qui est un avion qui était indétectable au radar. Bon, mais il comprenait pas trop, il comprenait la technologie parce qu'on lui a expliqué, mais il comprenait pas trop les matériaux qui étaient utilisés à ce moment-là. C'est le seul truc qui m'a glissé gentiment avec un sourire et un clin d'œil. Mais donc voilà, donc ça a été alors à ce moment-là, bon, je commençais à poser des questions, à m'acheter des magazines aussi, je me rappelais à l'époque. Et puis bon, mon père m'a vite stoppé là-dedans, il m'a dit, tu sais, faut faire attention, les gens qui commencent à réfléchir de cette manière et tout, des fois, il y a un gars, il s'appelle Raël, il est un peu chelou. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais stoppé, j'avais stoppé un peu mes recherches, mais bah, comme vous le savez tous, ça a repris bien plus tard, et c'est ce qui fait que avec Nora, on s'est toujours bien entendu parce qu'on avait des choses à se raconter de ce côté-là. Voilà, c'était mon témoignage. Encore aujourd'hui, je pourrais pas vous expliquer ce que c'est. Je pense que des fois, j'ai pas envie de m'expliquer. J'ai envie justement de garder l'inexplicable pour justement garder un peu ce moment, parce que vraiment ce côté mystérieux, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets, à me lancer dans ces choses-là, et que voilà, ça reste une passion. Voilà, merci à vous. C'était mon témoignage extraordinaire. Nous poursuivons cette émission en compagnie d'Éric Grange, qui nous confie une expérience de conscience foudroyante qu'il a vécue lors d'une visite de la pyramide de Khéops en Égypte. Je m'appelle Éric Grange et je vais vous relater l'une de mes expériences les plus fortes de ma vie. Il y a quelques années, je travaillais au service d'un voyagiste français en grand tour opérateur qui m'avait affecté sur les voyages en Égypte. Et le premier groupe que j'ai emmené en Égypte, eh bien, naturellement, nous sommes allés voir les grandes pyramides et nous avions des billets. Il y a à peu près 150 entrées tous les matins qui permettent à 150 personnes de rentrer petit groupe par petit groupe dans la fameuse chambre du roi de la pyramide de Khéops. J'étais donc avec mon groupe d'une quinzaine de personnes et voilà que nous rentrons dans Khéops, et puis nous arrivons dans cette fameuse chambre du roi où il y a en restant de sarcophages des murs vides. Et puis mon groupe reste là, regarde un petit peu les choses, et puis rapidement, comme tous les touristes, s'en va. C'était en 1998 et j'étais déjà assez fortement engagé dans une démarche psychospirituelle. Et je me suis dit, tiens, pendant que mon groupe s'en va tranquillement dans le boyau qui conduit vers l'extérieur de la pyramide, je sais qu'il y a à peu près pour une petite dizaine de minutes pour sortir, je vais voir si cette fameuse pyramide a des pouvoirs particuliers. Alors, je me suis adossé sur le mur sud de la pyramide et je me suis dit, je vais laisser venir. Ce qui s'est passé à ce moment-là a été assez foudroyant. J'ai eu l'impression de rentrer dans un espace où j'avais accès à toute la connaissance. Pour vous dire les choses, je me suis vu au-dessus de la pyramide, j'ai vu comment étaient assemblées les pierres au-dessus de la pyramide, et je me suis revu du temps d'un pharaon, je n'ai pas identifié lequel,
comme en simple bonhomme, tout en blanc, avec des sandales usées qui étaient au service de ce pharaon, mais en homme tout à fait anonyme. J'ai vu, il y a plusieurs images comme ça qui sont venues à moi. Et ce qui est important, c'est que j'utilisais un minimum de volonté. Ça, c'est vraiment la leçon que j'ai retirée. C'est-à-dire que dans cet espace agrandi, je me pilotais, on va dire, à la fois avec une once de volonté pour aller dire, voilà, et Napoléon, quand il est venu sur ce plateau, comment c'était, et immédiatement j'ai vu à quelle heure du jour c'était, j'ai vu l'état psychique de Napoléon, j'ai vu comment il haranguait ses hommes. C'était parfaitement clair. C'est assez difficile à relater, mais en fait j'étais rentré dans un espace de dilatation où il n'y avait plus de désir et de besoin, donc plus de quête spirituelle, quelque part. Et ce qui est important pour moi, c'est que j'ai compris que l'éveil spirituel, que dans cet espace-là, je crois avoir approché l'espace de quelques minutes terrestres, est un peu comme un jeu de funambule où il y a un lâcher-prise, une détente corporelle et juste un tout petit minimum de conscience personnelle qui va se piloter dans les espaces pour aller voir des choses. Et ça, c'est très très intéressant, je trouve. L'expérience n'a pas duré très longtemps. Je suis redescendu, je me suis réincarné. J'ai retrouvé la suffocation de cette chambre où il n'y a pas vraiment d'air, la sueur, etc. J'ai eu l'impression de me réincarner et d'avoir vécu quelque chose en espace qui était plus grand que moi. Après, j'ai repris le tunnel qui va à la sortie de la pyramide où mon groupe m'attendait, en rigolant, en plaisantant, joyeux, avec toutes les personnes, les Égyptiens autour et les touristes. Et après, bien après, je me suis dit, mais quel est l'enseignement de cette expérience ? Ok, il y a notre état de conscience ordinaire, il y a des états agrandis de conscience, mais quand nous sommes dans les états agrandis de conscience, il n'y a plus de questions, parce qu'il n'y a plus de moi-je dirais. Et quand nous sommes dans un état de conscience ordinaire, il y a une finitude peut-être un peu limitative. Et en fait, j'ai compris que la leçon de cette expérience, c'était que chaque fois que j'allais rencontrer quelqu'un, la mission divine, c'était de faire en sorte que, après ma rencontre, il soit plus apaisé, plus décontracté, sans tension, ou avec un minimum de tension, et que en fait c'était le message de la vocation humaine, spirituelle que j'avais ressentie. Donc ça a été l'une de mes grandes expériences qui, en résumé, sont que l'espace spirituel est un espace où nous pouvons exister qu'avec un minimum de volonté et que, au bout du compte, il est là pour nous montrer le message de la solidarité et de la fraternité. Voilà, je vous remercie. L'histoire qu'Antoine Station a décidé de nous confier ce soir se déroule en juillet 2015 à Paris. Ce jour-là, il ne semble pleuvoir que sur Antoine et ses amis. Antoine poursuit son récit par une visite atypique du cimetière du Père-Lachaise. Bonjour Nora, bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, question un petit peu difficile effectivement, est-ce qu'il m'est arrivé déjà une expérience exceptionnelle, paranormale dans ma vie ?
Écoute, non comme ça de prime abord, rien d'exceptionnel, mais en y réfléchissant, parce que effectivement tu m'as posé la question il y a quelques temps de cela, j'ai quand même trouvé une petite anecdote assez intéressante. Alors c'était en juillet 2015. En juillet 2015, j'étais à un enregistrement, et après cet enregistrement, donc on était en plein été, il faisait un temps magnifique, je crois que c'était d'ailleurs la dernière de la saison, on décide d'aller boire un coup à Boulogne, et donc on sort du studio, on se dirige vers le bar, et on passe sous une allée d'arbres, soit des bouleaux je pense, quelque chose comme ça. À un moment donné, il y a une espèce de trou entre les arbres, c'est-à-dire que il devait y avoir un passage pour entrer dans un immeuble, et là on se prend une espèce de saucé, on se regarde tous parce qu'il faisait un ciel super bleu, on se dit mince, c'est des gamins qui nous balancent de l'eau depuis l'immeuble qui est à côté, puis non, on regarde, l'immeuble est trop loin, mais il continuait à pleuvoir, c'était assez bizarre, et on a l'impression que cette pluie elle nous suit, c'est-à-dire qu'on continue, on traverse la rue, et comme s'il y avait une espèce de nuage comme ça qui était au-dessus de nous. Pourtant on a regardé le ciel, rien, le ciel était bleu, et puis une fois qu'on est rentré dans le bar, ça s'est arrêté, alors on était tous un petit peu surpris, alors, aucun d'entre nous n'avons pensé à sortir l'appareil photo, à le filmer, ni quoi que ce soit, allez savoir pourquoi. En tout cas c'était vraiment assez bizarre, parce que ça semblait être localisé sur nous, quand on regardait à droite à gauche, il pleuvait pas, mais sur nous, il pleuvait. Bon. On en est resté là, j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'effectivement c'est insolite, mais potentiellement il peut pleuvoir quand il y a du ciel bleu, c'est un phénomène météo classique, mais ça m'a quand même titillé, et puis en prenant des photos, je me suis rappelé qu'il nous était arrivé quelques heures plus tôt, quelque chose aussi assez insolite, qui finalement rendait ce phénomène plus mystérieux qu'insolite, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on avait profité de notre passage sur Paris pour rendre visite à Jacques Sirjean, qui est le responsable du musée des vampires à Paris, et qui est aussi guide touristique ésotérique du cimetière du Père-Lachaise. Donc on avait décidé d'aller le voir et de faire cette visite guidée dont on avait entendu parler, et on était avec Egon Kragel pour cette visite. Voilà, comme vous pouvez les voir sur la photo. Alors, le Père-Lachaise, on peut s'attendre à plein de choses, hein. À un moment donné, on croise la statue d'Alan Kardec, moi j'attends qu'il y ait personne pour pouvoir prendre une photo, et puis quand je prends la photo et quand je vois la photo après, je m'en aperçois, il y a un bras qui sort de nulle part, qui est en train de toucher la statue d'Alan Kardec. Bon, pourquoi pas, hein, il devait être planqué, je sais pas. Il y a des choses très intéressantes aussi dans ce cimetière de Père-Lachaise. Il y a une pyramide, oui, il y a une pyramide dans ce cimetière, si vous ne le saviez pas, la voici. Mais surtout, ce qu'on voulait faire avec Jacques Sirjean, c'était aller à la recherche de la tombe de Dracula. Voilà. Parce que Jacques est persuadé que le comte de Dracula a été enterré ici à un moment donné, il n'y est plus, mais en tout cas, il y avait encore des indices du fait qu'il ait séjourné au Père-Lachaise à un moment donné. Et donc effectivement, il y a plein de sépultures où on retrouve cette fameuse chauve-souris dans plusieurs sépultures différentes, voilà. Là on voit un beau mausolée avec, quand on regarde le détail encadré de ces chauves-souris, voilà, très belle. Et on tombe sur ce monument, où là on se dit, c'est celle-ci, là il y a tout, il y a les ailes chauve-souris, il y a le sablier au milieu de la porte, on se dit, c'est celle-ci, et puis alors, chaque sourit en disant, oui en fait, beaucoup de gens pensent que c'est celle-ci, mais non. Mais par contre, comme c'est un vrai jeu de piste, il nous expliquait qu'en réalité le clin d'œil, c'est que elle était plutôt en face, et c'était cette tombe-ci qui serait la tombe qui a recueilli le comte de Dracula. Alors effectivement il écrit le duc, mais il nous a expliqué pourquoi, alors j'ai plus les détails, au pire, voilà, contactez-le, il pourra vous faire cette visite magnifique. Puis alors, chose rigolote, quand on zoome sur cette tombe, en bas à gauche, là on voit
une ombre qui ressemble effectivement à une chauve-souris. Bon, ça c'est un hasard de l'usure du temps. Voilà, on était content en tout cas, on avait trouvé cette tombe du comte de Dracula. Et puis comme moi j'aime bien collectionner des photos de vitraux, je me demande s'il y a un vitrail qui est assez particulier à prendre dans le cimetière. Il me dit oui, il y en a un d'Henri Jouin, qui est d'ailleurs dans une sépulture très particulière que j'ai jamais pu filmer, c'est ce que nous raconte Jacques. Il a même des journalistes qui sont venus à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'ils voulaient filmer ce tombeau, panne de leur matériel, impossible à filmer. Alors forcément ça a aiguisé notre curiosité, on a absolument voulu y aller. Donc on arrive devant ce tombeau, ce monument de la famille Francisco de Franchi Alfaro. Alors j'ai regardé, c'est je crois un ancien soldat, un ancien capitaine, mais rien d'ésotérique derrière cette famille-là. Et effectivement, on aperçoit là derrière ce vitrail qui a subi des dégâts lors de la tempête de 99 et qui miraculeusement, c'est la Vierge couronnée avec l'enfant Jésus qui est debout sur le globe terrestre. Miraculeusement, la partie avec la Vierge et l'enfant Jésus est restée intacte. Mais voilà, au moment où je veux prendre la photo, cette photo-ci, je m'aperçois de quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que mon appareil photo affiche, vous savez, le numéro de la photo qu'il veut prendre. Et avant d'enclencher, je me dis, c'est pas possible, c'est quand même un hasard assez extraordinaire. Vous voyez, c'est la photo 666. Donc avec mon téléphone, je prends en photo mon appareil photo, et quand on zoome là sur cette photo et qu'on regarde entre le reflet de Jacques qu'on voit à gauche et mon reflet qu'on voit à droite, bien au milieu, vous voyez, il y a une espèce de créature, en tout cas moi j'aperçois une espèce de créature verte, c'est assez troublant. Bon, en tout cas voilà, on en a ri de cette synchronicité avec le 666 sur effectivement pile poil ce tombeau-là, et puis on finit notre visite du Père-Lachaise. D'ailleurs on passe devant une statue qui ressemble quand même fortement à Voldemort, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis voilà, on finit notre visite avec une petite photo d'Egon Kragel pour vous montrer le ciel bleu qui est derrière, et vraiment, vous voyez, pas un nuage, rien. Et au moment où on sort du Père-Lachaise, on discute devant la voiture de cette visite, et on se prend une saucée. Donc on se réfugie vite dans la voiture. On trouve bizarre parce que il n'y avait pas de nuages, rien. Puis après, quand on s'est rendu à Boulogne. Voilà. Et bien avec le recul, quand on met en rapport ces deux événements, le matin, la saucée, après avoir vu ce tombeau qui était maléfique pour Jacques Sergent, parce que impossible de le prendre en photo, ça vidait ses appareils, etc. Moi, le fait que je le prenne sur la 666e photographie et qu'on voit un reflet qui est quand même assez bizarroïde, et puis cet événement l'après-midi aussi où la pluie continue à nous harceler alors qu'il n'y a pas de nuages et que finalement il n'est pas censé pleuvoir, voilà. C'est l'histoire extraordinaire que je voulais vous raconter, Nora et Guillaume, voilà. Alors après, chacun fait son interprétation, mais c'était quand même assez bizarre cette journée-là. Voilà. Bon, mais je voulais vous souhaiter un bon anniversaire en tous les cas, et puis longue vie à Nurea TV. Bisous à tous, ciao ciao. Quand Anaëlle Parks met en corrélation des visions qu'elle a eues étant jeune et un site archéologique qu'elle a pu visiter en 2018, cela donne un témoignage surprenant, qui valide les images auxquelles son intuition lui a donné accès. Bonjour les Nuréens, c'est Anaëlle Parks. J'ai été invitée par Nora à participer à cette petite vidéo collective à propos des anecdotes liées au mystère et à l'inexpliqué. Je suis ravie de vous faire part de mon petit vécu personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteure, je travaille autour du féminin sacré et de l'histoire des mythes anciens en me basant autour de la théorie de l'évémérisme, étant donné que jeune, j'ai reçu des visions qui avaient attrait aux mythes, aux légendes, aux origines de l'humanité. Quand j'étais jeune, comme je vous l'ai expliqué, j'ai reçu des visions qui m'ont énormément fascinée, qui ont retenu mon attention, et je me suis mis en tête de chercher des correspondances à travers les éléments de l'archéologie.
l'archéologie, qu'elle soit, on va dire, conventionnelle, ou alors un petit peu l'archéologie interdite, tous les éléments controversés qu'on peut retrouver de ça, de là, ce qu'on appelle voilà, communément des rumeurs. Et j'ai été interpellée à un stade de mes recherches par un temple qui se situe à Tivoli, avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir me rendre avec Anton. Le temple de Vesta à Tivoli correspond très exactement à une vision que j'ai reçue, à la fin du cycle de vision très exactement que j'ai reçu, qui retrace l'histoire du personnage de Anna, que je retranscris dans mes chroniques, les chroniques de la maîtresse du temple. Je ne m'attendais pas à retrouver un élément aussi moderne et en si parfait état de conservation, parce que l'histoire que j'ai reçue se finit aux alentours de 500 après Jésus-Christ. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, vous constatez que c'est un élément antique qui a été extrêmement bien conservé, malgré des tentatives de préservation du monument qui ont sûrement été hasardeuses et qui ont un petit peu modifié sa constitution. Avec Anton, on s'est rendu en Italie lors d'un long road trip en 2018 et on a pu vérifier exactement les dessins que j'avais réalisés de cet édifice lorsque j'étais adolescente. Ça m'a énormément émue de pouvoir rencontrer sur place des gens qui pouvaient me parler des lieux, des supposés cultes de Vesta, qui est un culte qui était rendu en rapport avec le feu sur ces lieux, mais aussi l'éventuelle possibilité qu'ait pu se trouver sur place les trésors de Rome, qui sont des reliques très importantes pour le peuple romain de la Rome antique. J'ai été extrêmement touchée de voir les correspondances qui pouvaient se trouver entre mes visions, les dessins que j'avais pu en faire à l'époque quand j'étais jeune et non influencée par quoi que ce soit d'extérieur. J'aurais pas pu du tout voir, surtout à l'époque, il n'y avait pas Internet qui était démocratisé comme aujourd'hui, des reportages ou des éléments aussi précis que ceux que j'avais pu faire, notamment les dessins en rapport avec les Démétères qu'on peut trouver sur place, qui, on ne sait pas si elles datent de cette époque-là, si elles sont contemporaines ou si ce sont des reproductions qui ont été faites au fur et à mesure du temps. En tout cas, je sais que ça a été une expérience extraordinaire qui a fait appel à mon humilité, parce que je ne m'attendais pas du tout à trouver des concordances aussi palpables, à me trouver aussi proche de cette histoire, de ces visions, parce que les visions, souvent on se dit que ce sont des choses qui sont complètement éthérées, qui sont liées au monde spirituel, qui sont uniquement là pour nous apporter des enseignements. Et puis parfois non, elles nous mettent sur la piste de quêtes qui sont vraiment concrètes, elles nous mettent au contact avec ce qu'il y a de plus dur, la plus rêche matérialité. Et ça fait appel, voilà, à un grand sentiment d'humilité et cette sensation de se dire qu'il y a quelque chose de vraiment plus grand qui nous guide et qui va au-delà de soi, sa petite individualité et sa petite évolution personnelle. Ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je remercie vraiment la chaîne Nurea Télé pour tout le soutien qu'elle nous a apporté et toute la patience et l'amitié que Nora a eu pour nous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Dans la prochaine vidéo, Ron, de notre équipe de modérateurs, nous parle des signes qu'il a demandé à sa maman, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Il nous révèle les synchronicités qui ont succédé à cette demande en guise de validation. Salut tout le monde! Donc, je suis très heureux de faire cette vidéo-là pour Nora et Guillaume, pour leur anniversaire de Nurea. Et je vais donc profiter de ce petit moment qui m'est accordé avec grand plaisir pour partager une petite anecdote, on va dire plutôt une synchronicité qui a pu m'arriver début février. Pour faire simple, j'ai perdu ma maman en 2006, dans sa 59e année, donc c'était jeune. Et c'est vrai que je n'ai donc jamais cherché forcément à rentrer en contact avec elle, par quelque moyen que ce soit. Mais bon, ça n'empêche pas que je pense à elle très, très régulièrement. Et je me suis pris au jeu, à force de regarder Nurea, forcément on se prend un peu au jeu à tout ça. Et je me suis donc permis, entre guillemets, de l'interpeller, de savoir si elle allait bien. Et voilà, donc je voulais justement avoir un petit signe de sa part. Donc, pour la petite histoire, ma maman, de son vivant, était, on va dire, collectionneuse, entre guillemets, de petites chouettes. Je me suis permis d'imprimer une image pour vous donner une idée de ce qu'elle pouvait avoir. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Voilà, ce genre de petites statuettes de chouettes de toutes les sortes, toutes les formes, toutes les couleurs. Et ça m'a fait tilt comme ça. Je me suis dit, tiens, et si je lui demandais un signe par rapport à cette collection qu'elle pouvait avoir, du moins cet amour qu'elle avait pour ce type de petites statuettes et de chouettes. L'animal, en tous les cas, a priori, était important pour elle. Mais je le voulais que ça soit une manifestation physique. Donc vraiment avoir, je sais pas, en roulant en voiture, un soir en rentrant du boulot, voir une chouette qui me passe juste devant la voiture. Et puis voilà, ça m'aurait permis effectivement de me dire, ah ben voilà, j'ai mon signe, j'ai ce que je voulais. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça. J'ai demandé à ce que elle me donne la réponse avant la fin de la semaine. De mémoire, c'était un lundi. Donc ça, c'est important de mettre une date butoir. Donc je l'ai un peu pressé. J'ai émis cette pensée de façon très sincère, avec le cœur, un peu plus que d'habitude. Le lendemain soir, je consulte mes mails comme à d'habitude. Et j'ai ouvert un mail que Nora avait envoyé à tous les abonnés de la newsletter de ExoShop. Et je me suis donc baladé un peu dans ces nouvelles créations. Voilà que dans les nouveautés que Nora a pu créer, je tombe sur cet animal-là en bougie, qui est une représentation d'une chouette ou d'un hibou. Et donc je me suis permis d'y voir un premier signe. Mais voilà, il paraît qu'il faut être un petit peu exigeant dans ces cas-là, et surtout quand on a un premier signe, on se dit bon, est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est sûr, il me faudrait une confirmation. Donc je me suis permis le soir même de dire ben non, maman, c'est pas comme ça que je voulais vraiment que ce soit une manifestation physique, et donc je me suis permis de lui demander de façon un peu plus précise et exigeante, dire non, est-ce que tu peux d'ici fin de semaine m'envoyer donc vraiment un signe physique d'un animal vivant, en insistant un petit peu plus lourdement. Après, toujours dans la sincérité, la bienveillance, bien évidemment, et avec le cœur. C'est important, je pense, dans tout ça. Et voilà que le lendemain, pas un jour de plus, pas un jour de moins, Nora a remis ce post sur Instagram avec à nouveau la chouette. Voilà, je me suis laissé croire que effectivement la confirmation était là. J'avais pas forcément de par l'urgence que je lui ai demandé de m'envoyer ce signe. Je pense qu'elle a été au plus rapide, au plus direct, et par l'intermédiaire de Nora et Guillaume qui a priori avaient créé cette nouvelle chouette. Alors ça aurait pu être elle aurait pu créer cette bougie-là une semaine avant, 2 semaines après, un mois après, 1 an avant, enfin bref, voilà. Il fallait que ça tombe cette semaine-là. Après confirmation, avoir discuté un petit peu avec Nora, a priori, elle a eu vraiment la sensation de devoir poster cette nouvelle bougie cette semaine-là, et pas une semaine avant ou une semaine après. Voilà, donc il y avait a priori une urgence aussi à son niveau. Donc je me suis permis de croire effectivement, et j'ai vu en ça une synchronicité assez sympa, qui m'a beaucoup touché. Du coup, voilà, Nora m'a très chaleureusement offert la bougie. Alors moi, je me suis permis aussi de me faire plaisir et d'acheter également une bougie sur son site ExoShop qui sont tout simplement magnifiques, ces bougies. Donc voilà, je tenais à partager et à faire partager cette petite histoire avec vous tous, qui me semble relativement parlante. Donc encore une fois, un grand merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment une chaîne qui donne de l'information avec des intervenants au top, passionnés. Donc encore une fois, merci à tous. Merci aux modos qui font un boulot, encore une fois, de dingue, il faut le préciser. Donc écoutez, encore un très bon anniversaire à Nurea. Et j'allais oublier le plus important, j'arrive tout de suite. Je reviens. Je déborde un peu, mais tant pis. Joyeux anniversaire des 5 ans. Un gros bisou à tous. Je vous aime. Ciao, ciao.
Nous terminons cette émission en compagnie d'une personne que vous avez très certainement dû apercevoir sur notre antenne au cours des dernières années. En effet, Nora partage aujourd'hui avec nous plusieurs histoires très étranges qu'elle a vécues. Elle nous emmène dans le passé, du côté de Saint-Étienne, mais nous fait également voyager puisque nous la suivons du côté du Pérou, ensuite du côté de l'Écosse pour des histoires que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Merci beaucoup Nora pour ce partage. Merci à vous tous, merci les amis, merci aux intervenants qui sont des amis aujourd'hui pour la plupart, merci pour votre confiance, merci de nous avoir partagé vos incroyables histoires extraordinaires, c'était juste magique, ça nous touche énormément et voilà, vous êtes plus d'une cinquantaine à avoir joué le jeu alors que l'exercice est vraiment pas évident et d'ailleurs un grand merci aux modos, voilà, qui sont jetés à l'eau aussi durant toute cette semaine. Vous avez pu les découvrir pour certains, pour d'autres on les connaissait déjà. Bravo les gars, vous avez assuré, c'est un honneur de travailler avec vous et de vous avoir comme amis surtout. Vraiment merci beaucoup pour votre présence. Les amis, j'ai aussi 3 histoires à vous raconter. La première, j'avais 11 ans. À ce moment-là, c'était le mois du Ramadan et il y a une nuit qui est assez spéciale qui s'appelle la nuit du destin. Je vous laisserai chercher un petit peu les détails par rapport à ça pour ceux qui le veulent. Et lors de cette nuit du destin, ma mère nous disait que c'était une nuit où on pouvait demander tout ce qu'on voulait. Et on disait, mais il se passe quoi? Il y a quoi de spécial pendant cette nuit-là? Elle nous a dit, bah écoutez, c'est très simple. En fait, le ciel s'ouvre pendant la nuit et vous pouvez faire des vœux et ils se réaliseront. Bon, forcément, moi je me disais le ciel qui s'ouvre, c'est-à-dire il s'ouvre comment? Voilà, j'y croyais pas du tout. Et donc je me suis dit, bah je vais vérifier ça. Donc avec ma sœur, on était toutes les deux, donc elle avait 7 ans à ce moment-là. Et donc on s'allonge, la fenêtre est ouverte et on regarde le ciel. Et absolument rien ne se passe pendant des heures et des heures. On avait passé minuit, 1h du matin, ça je m'en souviens, parce que pour nous c'était quand même assez énorme, à 11 ans et 7 ans, voilà, on tenait debout quoi. Et puis là arrive 2-3 heures du matin et il se passe quelque chose d'assez fou. Une sphère lumineuse, une boule à peu près comme ça, voilà. Je vais vous montrer ça en image. Donc elle commence à arriver en bas à gauche de la fenêtre et elle avance tout doucement pour finir son parcours en haut à droite de la fenêtre. Pas tout à fait dans l'angle, un petit peu plus bas. Et je me souviens vraiment très très bien de ce passage. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas si je suis la seule à l'avoir vu ou pas, donc j'interroge ma petite sœur. Et je lui dis, bon bah, Rizou, est-ce que tu as vu quelque chose? Elle me dit oui. Je lui ai dit, ça ressemblait à quoi? Et elle me dit, bah, c'était un ballon. Ok, et je lui dis, est-ce que tu te souviens de la couleur? Elle me dit, oui, c'était blanc. Je dis, bah écoute, j'ai vu la même chose. Donc on rigole un petit peu, on se dit ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis là on discute un peu et on se dit mais en fait c'est pas le ciel qui s'ouvre, c'est une boule, c'est un ballon blanc lumineux, mais vraiment très très lumineux. La lumière sort de l'intérieur en même temps à l'extérieur, voilà, j'espère que je vous l'ai bien représenté en image, c'était vraiment ça. Et là-dessus on se dit bon bah ok, alors c'est ça, bon bah on va faire un vœu. Alors là, on avait fait le vœu d'avoir un chien. Donc voilà, le vœu a été fait. Et le lendemain matin, on dit à ma mère, bah écoute, en fait, c'était pas le ciel qui s'ouvrait, c'est une boule blanche lumineuse. Et là, elle veut pas nous croire. Elle nous dit que non, on n'a pas du tout vu ça, que c'est pas du tout ça, que c'est le ciel qui s'ouvre. Alors là, j'ai rien compris parce que je me suis dit, je me disais à l'époque que quand même, une sphère lumineuse, c'est beaucoup plus rationnel. Voilà, dans l'expérience, que le ciel qui s'ouvre, quoi. Donc je me suis dit, finalement, c'était que ça. Avec les années, je me suis dit, bon, quand même, cette sphère lumineuse, pour moi, c'est un objet volant non identifié. Je l'ai classé dans la catégorie UFO, ufologie, donc. Et en reparlant avec ma sœur récemment, quand je lui ai dit, mais toi, t'as déjà vu un ovni? Elle me dit non. Je comprends pas. Et je lui dis, mais si, rappelle-toi ce qu'on avait vu quand on était petite, la boule lumineuse. Et elle m'a dit, bah non, c'est un ange. C'est là où je me suis dit, bon, ok, il va falloir étudier l'ufologie avec attention et même le paranormal parce qu'apparemment les sujets peuvent se croiser, qu'avec 2 personnes qui ont vécu la même chose et qui la décrivent de la même façon, n'en ont pas les mêmes conclusions. Pour elle, c'était de l'ordre du paranormal, de l'apparition divine, et pour moi, c'était de l'ordre de l'ufologie, donc un objet volant non identifié classique, quoi. Voilà, donc ça, c'est ma première histoire. Ensuite, ma deuxième histoire, donc ça se passe au Pérou.
Et là-dessus, je tiens à faire un énorme bisou à Omar et Marguerite. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et je vous rejoins les amis, pour moi aussi ça a été quelque chose d'intense, ça a été une aventure folle, une expérience magique dans tous les sens du terme, que ce soit humain ou même au niveau de mon domaine de recherche par rapport à Nurea TV, sur tout ce qui est vie exogène. Là, on est sur des momies non humaines, bien terrestres. Donc c'est encore plus fou que ce à quoi je pouvais m'attendre en commençant Nurea TV. Donc oui, moi aussi ça m'a beaucoup marqué et puis on s'est bien amusé, oui, ça c'est clair. Là-dessus, par contre, je vais lâcher un petit secret. Voilà, il s'est passé quelque chose d'assez dingue. Là-bas, on était chez Thierry Jamin, donc il habitait dans un chalet, il a déménagé depuis. Et on s'était retrouvés à la fin d'une journée assez intense et on discutait sur le sujet, bien évidemment, des momies tridactyles. Et là, je prenais des photos dans ce salon. Et il en sort 3 assez étranges. Je le saurai qu'après, quand je rentre à l'hôtel et que je me mets sur le lit tranquillement avant de m'endormir et je check un petit peu les photos de la journée, les vidéos. Et je tombe sur ces photos. J'ai pas dormi tout de suite, les amis. Parce que vraiment, tout de suite, ça m'a donné une impression vraiment très étrange. Ces photos, je les ai faites avec mon téléphone portable que j'ai toujours aujourd'hui. Et jamais, et même après, j'ai eu ce genre de clichés. Jamais. Absolument jamais. Je ne sais pas comment les expliquer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ces photos sont assez étranges dans le sens où elles ne sont pas vraiment floues, comme vous voyez notamment sur l'une où on voit donc cette sorte de vortex et au milieu c'est un petit peu plus net, mais quand même on s'aperçoit, et notamment je vous invite à regarder les mains d'Omar. En fait, le bout de ses doigts est allongé, ou c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était superposé à la photo, qui nous donnait cette impression de doigts allongés. C'est ce qu'on voit notamment sur 2 de ces photos, assez nettement pour ma part. Voilà, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui s'était passé, sachant qu'on parlait en plus des momies tridactyles de Nazca, à voir les doigts d'Omar comme ça, bien allongés, en forme de tridactyle. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je n'ai jamais eu ce genre de cliché après, je ne sais pas du tout comment vous les expliquer. Donc on s'était dit qu'on allait mettre le dossier de côté et le retravailler plus tard, et je profite de l'anniversaire des 5 ans pour vous en parler. Je sais pas, peut-être que l'un d'entre vous aura une idée ou pourra nous expliquer ce phénomène. Nous, on n'en a aucune idée, mais en tout cas, même si ce phénomène est explicable, je trouve le clin d'œil par rapport aux momies de Nazca assez sympathique. Voilà pour la deuxième histoire. Alors, ma troisième histoire se passe à Édimbourg. Arrivé là-bas, un concours de circonstances fait que je me retrouve dans le cimetière le plus hanté d'Europe. Voilà, vous le voyez affiché là en photo avec son petit nom que je ne prononcerai pas. Avec mon accent stéphanois, ça va pas le faire. Et donc, je me retrouve complètement seule dans ce cimetière de nuit. Ça, c'est important de le signaler. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas forcément à l'aise dans ce genre de situation et ce n'était pas du tout voulu, mais ça s'est passé comme ça. Donc j'étais en live, je faisais un Twitch, hein, c'est important, j'étais pas non plus seule, merci les amis pour ceux qui étaient présents lors de ce live. Et à un moment je vois du coin de l'œil, donc en vision périphérique, un homme d'1,80 m environ. Il avait donc un chapeau, un haut de forme, un peu à l'ancienne, avec un manteau, des épaules très carrées, un manteau beige. Voilà, je voyais jusqu'à ses chaussures. Vraiment, en une fraction de seconde, j'ai tout vu. J'ai hésité à tourner la tête parce que vraiment j'avais peur, donc j'ai cligné des yeux. J'ai pris un souffle et j'ai tourné ma tête, mais il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Mais j'avais pas l'impression d'être seule, vraiment. Mais bon, après le cimetière faisait flipper quoi qu'il en soit, donc de toute façon, je sais pas si on peut bien se sentir seul dans un cimetière quand même. Et là-dessus, heureusement que vous étiez là les amis pendant le live, mais bon c'est dommage parce que le Twitch a supprimé cette vidéo-là, donc désolée, je n'ai plus de traces de ça, il n'y a que mon témoignage. Ensuite, lors de la deuxième expérience, c'était quand je montais les marches vers le Castle Rock. J'étais au téléphone avec Benjamin Léoto, que j'embrasse et qui est donc témoin de ce qui s'est passé. Je lui parlais et en montant les marches, j'ai senti qu'on me poussait la jambe, mais vraiment fort. Et en même temps, je n'ai pas senti de main, mais c'était comme un vent, mais très très dense, qui m'avait poussé la jambe et j'ai failli tomber. Donc je me suis rattrapée de justesse et je lui en fais part au téléphone. Et ensuite, je continue mon chemin, mais ça m'a vraiment perturbée. Et ensuite, après, j'ai commencé un live sur YouTube. Donc là, la vidéo est toujours là. Je fais un petit tour d'Édimbourg, voilà, je vous explique un petit peu mon parcours, ce que je vais faire, pourquoi je rentre.
Et à ce moment-là, j'avais 2 chemins à choisir pour rentrer à l'hôtel et je voulais absolument pas reprendre ces marches d'escalier. Je pensais avoir pris le bon chemin pour ne pas les reprendre. Et finalement non, je me retrouve en haut des marches. Je regarde où m'amène cette voie. Ah bah oui, les châteaux c'est pas là où je veux regarder parce que ouais, en prenant l'autre chemin, je me retrouve en face donc, du Castle Rock. Et ce qui se passe, c'est que je voulais pas prendre ces marches d'escalier. Je vous explique pourquoi. Et je vous explique, je suis en train de parler, mais tout en essayant d'avoir assez de courage pour descendre. Voilà, en toute honnêteté, c'était pas évident. Et donc j'entame les marches, tout en prenant la parole, ça me fait du bien. Voilà, j'enchaîne, je descends les marches, je vous explique tout ça. Je passe à autre chose parce que je suis un petit peu perturbée voilà, à ce moment-là, donc je change un petit peu de sujet, voilà. Et là je sens qu'on me tire le jean, qu'on me tire le tissu du jean, comme si quelqu'un derrière avait tiré comme ça. Mais c'était net, c'était fort, c'était pas du vent, là, c'était pas un vent dense qui m'aurait poussé la jambe, c'était clairement ce tissu a été agrippé et tiré. Attends, est-ce que j'ai un câble vers mes jambes? 2 secondes. Non mais oh, sérieux, c'est quoi ces marches d'escalier les mecs? C'était pas marqué sur le fascicule, j'ai senti que mon pantalon... Bon bref, on tirait un peu. Et je me suis dit, je dois avoir mon pantalon qui est pris sous ma chaussure. Et là, j'ai pas mon pantalon pris sous ma chaussure. Bref, ça me fait toujours bizarre d'y repenser. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je suis assez perturbée parce que dans le live aussi, je dis j'ai pas envie de vivre ça. Enfin, c'est pas prévu, j'ai pas de matos et puis ça m'intéresse pas. Donc certains ont pu dire mais Nora, Nuria TV, ça l'intéresse pas. Mais comprenez-moi, à ce moment-là, sachant que je dois rentrer, que je faisais un petit live pour expliquer ce qui s'était passé, que j'avais déjà vécu les choses en fait au cimetière et puis en montant ces marches-là quelques heures avant, enfin 1 heure avant, 1 heure ou 2 avant. Non, c'était pas le moment, c'était pas le moment. Et puis j'aurais aimé ne pas être seule non plus. Et donc voilà, merci pour les messages d'ailleurs sur tout le chat, tout du long du parcours. C'était génial de vous avoir avec nous. Et avec nous, je crois qu'on est 2. Bizarrement, on est peut-être 2. Avec les escaliers qui sont en face, là, juste derrière moi. Vous voyez les marches, je redescends là, c'est là. C'est là où il se passe des trucs. On tire les pantalons. Ça faisait bizarre, c'est comme si c'était un fil derrière mon pantalon. Et pour que je le sente, il faut y aller parce que sous mon jean, j'ai des collants. Et donc je ressens pas le jean très bien, vu que j'ai des collants d'abord. Donc là, j'ai vraiment bien senti. Et donc, à ce moment-là, donc je l'explique encore en vidéo. Et puis, une fois que j'ai expliqué tout ça, je reviens sur mon histoire et puis mon regard va vers le sol. Et là, je vois ça. Enfin bon bref, passons. Et j'ai... c'est rigolo cette feuille qui forme un... franchement, je vais vous faire une addition. Pareidolie les amis. Pareidolie au sol. C'est quoi ce petit visage? Voilà, petit clin d'œil. C'est fou. Cette ville est folle. Cette ville est folle. Je vois donc une feuille avec un visage, c'est une pareidolie évidemment, mais à ce moment-là, voilà, ça ne faisait que compléter encore, me rajouter encore une expérience folle, enfin voilà, là après c'était tout mignon, mais bon, c'était assez dingue. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit visage, il y a un petit coucou. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé à Édimbourg. Donc j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci à vous tous pour votre écoute. Et ça fait du bien de lâcher ces histoires, vraiment. Et puis, voilà, moi j'ai vu tous les témoignages, les 50 autres témoignages. Donc je sais que je ne suis pas tout seul. Alors voilà, je me joins à vous les amis. Et d'ailleurs, à ce propos, demain, vous allez avoir une émission incroyable. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi il y a plein de témoignages d'intervenants sur 5 vidéos, puis il y en a une exclusivement sur Thierry Jamin. Eh bien écoutez les amis, en fait, le projet était le même pour tout le monde et la consigne c'était enregistrer 1 ou 2 expériences, il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes, parce que c'est vrai qu'on est nombreux. Et à ce moment-là, donc Thierry Jamin nous envoie 1 heure et 10 minutes. Donc on rigole du clin d'œil parce que c'était pas 1 heure et 9 minutes ou 1 heure et 11 minutes, c'était 1 heure et 10 minutes. On s'est dit mais il l'a fait exprès. Et on s'est dit bon bah on va dégager 10 minutes et puis on va les intégrer aux autres et puis on verra ce qu'on va faire du reste de la vidéo. Et ça c'était avant de voir la vidéo. Parce que en regardant la vidéo de Thierry,
On s'est dit non, on n'enlève rien. On va la laisser telle qu'elle. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Alain Bonnet pour son montage. Et vous allez juger par vous-même. Et je pense que vous allez vous dire oui, il fallait ces 1h10. Et merci énormément Thierry, chaleureusement, de ma part, de la part de Guillaume, pour la confiance que tu nous accordes. Vraiment, j'étais au courant de quelques expériences que tu as vécues, mais sincèrement, tu les as mieux racontées lors de cette vidéo que même en soirée quand on était chez toi, tout ça, voilà, c'était après des journées assez longues et chargées. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce qui va se passer demain, ce que vous allez entendre. Et voilà, un immense merci à Thierry, un immense merci à vous d'être présents, de nous permettre d'exister. Merci d'être toujours là quand Nurea TV a besoin de vous et merci de partager nos émissions. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous partager aussi vos témoignages à vous par écrit, ça serait un bonheur de pouvoir vous lire. Et puis au plaisir peut-être de vous voir en vidéo lors des témoignages extraordinaires spéciales nuréens. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à contact@nurea.tv. Ceux qui connaissent cette série savent qu'il y a du lourd à l'intérieur et que c'est très éclectique. Et c'est aussi très touchant pour nous de savoir que vous nous accordez la confiance de nous partager vos témoignages à vous les amis. J'en dis pas plus. N'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et à très vite sur Nurea TV. Ciao!